Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Chanet. Bonjour Éric. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, conseiller de l'Institut Montaigne. Bon, des cracks boursiers, vous en avez vu, hein, ancien chef économiste d'AXA, de Morgan Stanley, je ne vais pas refaire tout le pédigré, mais ce crack boursier de lundi, d'une rare violence, on l'a tous vu un petit peu médusé, parce qu'est venu se greffer dessus, ce qu'on n'imaginait pas, c'était que les Saoudiens et les Russes tirent la bourse sur le pétrole. Ça, c'est le truc qui est venu, c'est l'étincelle qui est venue inquiéter un peu tout le monde. On a du mal à se stabiliser depuis. Hier soir, on a eu une tentative de rebond qui a fonctionné sur New York. Très léger rebond technique, on va dire, 2% de hausse sur le CAC 40. On navigue à vue, c'est ça la réalité. C'est qu'on ne sait pas où on va. Oui, et vous avez raison. Il faut admettre, il faut être humble et dire que... On navigue à vue. Moi, je ne me permettrai pas de faire des prévisions sur les marchés boursiers. C'est trop délicat. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de rationalité dans cette navigation à vue. Et vous avez mentionné la guerre de part de marché entre la Russie et l'Arabie Saoudite. On va y revenir parce que c'est un élément très important de la situation. Mais il y a une certaine rationalité là-dedans qui est qu'aujourd'hui, il me semble que ce qui inquiète les marchés, c'est le manque de visibilité sur les réponses, alors pas tellement en termes de politique monétaire, budgétaire, de milliards, etc., à la pandémie, mais tout simplement à la réponse sanitaire des gouvernements. Parce que maintenant, on commence à savoir des choses. On sait que les Chinois ont à peu près jugulé leur épidémie, donc c'est un immense pays qui est très très différent des nôtres. Et ça, c'est encourageant de voir qu'au final... Oui, mais ce qui est encore plus encourageant et plus instructif, pas forcément d'ailleurs quelque chose de très réjouissant pour l'Europe et les États-Unis, c'est de la Corée du Sud. La Corée du Sud, où l'explosion a été terrible, a jugulé l'épidémie avec un nombre de morts assez faible, mais en prenant des mesures qu'aucun de nos pays, ni États-Unis, ni Europe, sauf l'Italie maintenant, n'a osé prendre. Ils ont quoi? Ils ont confiné? Des mesures de détection, de tests. C'est le pays qui a le plus testé de gens qui présentaient des symptômes dans tout le monde par million d'habitants. Ils sont bien au-dessus de tout le monde. Ils ont mobilisé les moyens technologiques. C'est un pays à haute technologie. Mais enfin bon, les États-Unis et l'Europe aussi. Et il me semble qu'on n'a pas bien pris les leçons de ces pays-là. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un virologue ni un épidémiologue, mais je constate que Taïwan et Singapour, mais qui sont peut-être des cas plus particuliers, ont bien réussi aussi. Et les marchés se Détection, donc détection. Détection, confinement, fermer les écoles quand il le faut, restreindre les déplacements de population. Vous savez, il y a un économiste français qui s'appelle Jérôme Hadar qui avait publié en 2005 un excellent papier économétrique, donc personne n'avait regardé, dans lequel il avait travaillé sur données françaises, 25 ans de données hebdomadaires, en regardant les épidémies. Il y a plein d'épidémies chaque année. Et il regardait l'impact économique et ce qui faisait que les épidémies se développaient ou non. Et les conclusions de son étude sont, premièrement, fermer les écoles, ça marche. Mais ça a un grand coût en capital humain, parce que quand les élèves ne vont pas à l'école, ils apprennent moins de choses. Les fermetures ou les restrictions sur les transports, ça marche remarquablement bien. Et pour ça, il avait utilisé les grèves SNCF. Quand il y avait une grève, les épidémies se transmettaient moins bien. Sa troisième conclusion, c'est que l'ouverture de lignes de TGV, ça transmettait l'épidémie. Bon. Et sa conclusion, après tous les calculs qu'il a fait sur le coût des mesures, était que si le taux de mortalité, je crois que les spécialistes disent le taux de létalité, d'une épidémie est 3 à 4 fois supérieur à celui de la grippe saisonnière. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est largement le cas aujourd'hui. On est entre 5 et 10 fois. Si on regarde les chiffres coréens, ça serait 5, d'autres, ça serait 10. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de prendre des mesures drastiques. Il y a un impact économique très important. Quitte à accepter une courte récession, c'est ce que les Chinois ont fait. Ils étaient en récession au premier trimestre. Pour moi, ça ne me fait strictement aucun doute. C'était peut-être même moins 5% sur le PIB chinois, ce qu'ils ne nous diront pas. Mais enfin, les chiffres qu'on a nous disent quelque chose comme ça. Et on redémarre après. Et on limite les dégâts. Tandis que si on attend trop... Pourquoi les marchés ne voient pas ça? Pourquoi les marchés justement, la Chine, ça a fonctionné, c'est en train de repartir tout doucement. Eh bien non, les marchés se disent, attendez, est-ce que la leçon chinoise ou coréenne a été apprise? Et ils voient qu'en Europe, on attend que les Italiens, qui ont été pris par surprise, mais ont attendu avant de prendre des mesures radicales qu'ils ont prises maintenant, qui consistent en gros à fermer le pays, à fermer même le pays ville par ville. Ils voient qu'aux États-Unis, c'est complètement incroyable, on a commencé par nier, le président Trump, vous veniez de le rappeler, a commencé par nier les choses. Et donc il me semble qu'il y a un grand doute dans les marchés sur l'efficacité de la réponse sanitaire de nos pays.
Alors, si les choses se coordonnent en Europe, ce qui est absolument indispensable, puisque les gens voyagent quand même en Europe. On n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Vous le rappelez. rappeliez, là, c'est incroyable, ces histoires de masques. On compte les masques. Les masques tombent sur la solidarité, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots. Mais si les marchés voient qu'il y a des réponses rationnelles, et chaque pays est différent, peut-être qu'il est rationnel d'aller progressivement, peut-être que la stratégie française est la bonne. La Commission européenne dit on met 25 milliards d'euros sur la table de fonds réaffectés, et on apprend à l'instant que l'Italie met 25 milliards de son côté d'argent frais. Alors, parlons un petit peu de ces questions-là. Il faut mettre beaucoup d'argent. Donc déjà, ce qui est pour rassurer les marchés, on clôt le sujet, c'est sanitaire. Le sanitaire, à mon avis, il y a une réponse qu'on n'a pas encore aujourd'hui en Europe. Des politiques qui paraissent efficaces. Et ça, les marchés, pour l'instant, ne le savent pas. Avec un coût économique qui est très largement dans les prix pour ce qui est des marchés. Le coût économique, c'est il y a des entreprises qui disparaissent. Et ça fait partie des réponses des gouvernements. Ce qui est complètement inacceptable. Absolument. Et c'est pour ça que les réponses ciblées, c'est les réponses qui sont mises en avant d'ailleurs en France, en Allemagne. Ouais, on parle d'étalement de cotisations ou d'impôts pour les entreprises. On pourrait peut-être parler de dégrèvement aussi. Oui, mais regardez, en même temps, on accepte, oui c'est possible, mais en même temps, on a convaincu les autorités prudentielles que les banques pouvaient prendre plus de risques dans leur bilan, c'est-à-dire qu'elles pouvaient accepter qu'il y ait des gros délais de paiement. Le pire, ce serait que des entreprises disparaissent, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que tout simplement, les gens ne peuvent plus y travailler ou les clients ont disparu. Donc, cette réaction du marché, je la trouve assez rationnelle, finalement, et il me semble que au fur et à mesure que les nouvelles, mais véritablement sur la crise sanitaire elle-même, vont arriver, on va avoir une certaine volatilité, et qu'à partir du moment où on a l'impression que les choses deviennent un peu plus claires au niveau des gouvernements, le marché se reprendra. D'un point de vue sanitaire, encore une fois. D'un point de vue sanitaire. Alors, du point de vue de la politique économique, la première chose, c'est que si l'économie ralentit ou tombe en récession, les déficits budgétaires explosent. Il ne faut surtout pas l'empêcher. C'est ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Ça serait de la folie aujourd'hui de dire bien, je vais réduire la dépense parce que j'ai moins de recettes. Je pense que les leçons de la crise de la dette en Europe, c'est parfaitement bien compris. Les Italiens ont été les premiers à dire à la Commission européenne, écoutez, vous n'allez pas nous casser les pieds sur le déficit budgétaire. Et comment il l'aurait dit en italien? Je ne sais pas comment ils l'ont dit en italien. Ensuite, des mesures de liquidité, parce qu'il y a eu quand même un problème de liquidité. Regardez ce qui s'est passé quand on a des mécanismes de blocage des marchés, même pour le marché américain qui se met en place. On voit les écarts entre l'offre et la demande, le spread bid-offer qui s'élargit. Il y a un problème de liquidité. Et ça, c'est le rôle des banques centrales. D'abord de le dire, ensuite de l'assurer qu'il n'y aura aucun problème de liquidité, ni pour les banques, ni pour les entreprises, ni pour les marchés. Il n'y a pas de débat, elles feront le job là-dessus, les banques centrales. Elles savent le faire. Elles savent le faire, et là, je leur fais totalement confiance. Il faut ensuite faire en sorte que les entreprises qui pourraient être menacées soient protégées. Il faut protéger le côté offre de l'économie. Mais je crois que tout ça, c'est assez bien compris. Alors, les plans de relance, pour l'instant, ça n'a aucun sens de faire un plan de relance. Je veux dire, quand les gens ne peuvent pas aller travailler, vous pouvez leur donner tout l'argent que vous voulez dans leur compte en banque, ça ne changera strictement rien. Donc il est trop tôt aujourd'hui pour mettre en place. Donc Merkel a raison, Angela Merkel, de dire aujourd'hui... Elle a complètement raison. Les Allemands vont avoir un déficit budgétaire, ils le savent. Donc le zéro objectif, il va être crevé, et tant mieux d'ailleurs. Mais faire de la relance aujourd'hui n'aurait pas grand sens. Dans 6 mois, si l'économie ne repart pas à un bon rythme, on ne le sait pas, mais c'est une possibilité. Il peut y avoir quand même des dégâts dans les économies. Là, ça pourrait avoir du sens. Mais aujourd'hui, il faut qu'on dépense sans compter sur le sanitaire. Il ne faut absolument pas hésiter là-dessus. Et en même temps, parce qu'on... Et qu'on ait des mesures ciblées. Plus sur le sanitaire, plus on est restrictif sur le sanitaire, plus on atrophie l'économie aujourd'hui, mais plus on lui permet de repartir demain. Voilà. C'était ça un petit peu la leçon de cet article, de ce papier universitaire de Jérôme Hadas, c'est qu'il vaut mieux accepter ce que les Chinois ont fait finalement. Ils ont attendu un mois avant de le faire, accepter une chute de l'activité, et on a un redémarrage après. D'ailleurs, il y a des premiers signes du redémarrage en Chine. Donc, parlons peut-être juste un mot du pétrole, parce que c'est une similarité. C'est comme la cerise sur le gâteau, cette histoire. De voir la bataille, la guerre qui fait rage entre Saoudiens. Alors, il y a un jeu à plusieurs bandes entre les Saoudiens, les Russes et les Américains, sachant que chacun a envie de flinguer l'autre. Alors, à l'origine, c'est bien la crise du coronavirus. C'est la demande chinoise qui s'est effondrée. Avant les événements du week-end dernier, les prix du pétrole avaient déjà baissé de 20%. Et la réaction de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire de l'OPEP, puisque l'Arabie saoudite dirige l'OPEP, a été de dire on va baisser la production pour que les prix ne s'effondrent pas. Oui, mais les Russes n'ont pas joué le jeu.
Et pourquoi d'ailleurs? Alors d'abord, la Russie n'accepte quasiment jamais de baisser la production. Elle l'avait accepté à demi-mot et fait très peu. La Russie a besoin des rentrées du prix du pétrole pour le niveau de vie. Oui, sauf que l'Arabie saoudite a des réserves monstrueuses. L'Arabie saoudite a une position extérieure nette, c'est-à-dire sa richesse financière nette, qui est à peu près égale à 100% du PIB. C'est de l'ordre de 650 milliards de dollars en net. Donc le gouvernement a un déficit, mais les investissements saoudiens à l'étranger, moins les investissements étrangers en Arabie saoudite, c'est quasiment 700 milliards de dollars. Donc l'Arabie saoudite a quand même des marges et elle peut augmenter et baisser sa production. Bref, je crois que c'est une autre affaire. Je crois que la Russie s'est dit, enfin, du moins les dirigeants russes et le patron de Rosneft se sont dit, voilà, le prix du pétrole baisse. Si on ne baisse pas la production, on tue le shale oil américain. Et évidemment, on va avoir un problème avec l'Arabie saoudite, mais ils finiront par céder. Pas de chance. Mohamed bin Salman n'a pas cédé. Non seulement il n'a pas cédé, il a dit puisque c'est comme ça, nous, on va augmenter la production. Et on va le vendre moins cher. On va monter à 13 millions de barils jour, et on va le vendre moins cher. C'est ce qu'Aramco Donc on est en pleine guerre. Alors, mais ça tombe mal, cette histoire, quand même. Alors, je vais vous dire, la dernière fois que ça s'est produit, en 1986, ça avait été une très bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Ça avait redémarré l'économie mondiale. C'est la meilleure nouvelle, quelque part. Ça a fait chuter l'inflation. Et c'est là qu'est la différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation et les banques centrales ont des taux d'intérêt proches de zéro. Donc, si les prix baissent, les banques centrales ne peuvent pas baisser leurs taux d'autant. Et donc, les taux d'intérêt réels montent. Et les taux d'intérêt réels qui montent maintenant, c'est une catastrophe. Oui, pour le pouvoir d'achat des gens. C'est bien pour le pouvoir d'achat, mais le taux d'intérêt réel, c'est la variable cruciale. Et donc, on est dans une situation complètement différente. Aujourd'hui, cette forte baisse du prix du pétrole, elle est mauvaise pour l'économie mondiale. Et le marché d'actions l'a tout de suite compris. Et là, je pense que ça a été un amplificateur, mais rationnel à nouveau. C'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui d'avoir cette baisse du prix du pétrole. Le pouvoir d'achat est moins important que le fait que les banques centrales n'ont pas de marge de manœuvre sur les taux. Pas de marge. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des banques centrales, on a eu Trump qui, on attend toujours ces mesures. Il est en discussion évidemment avec le Congrès pour sortir des mesures pour lutter contre l'impact économique du coronavirus. Il a jugé la Fed, il est encore très très loin, minable et lente. Non mais là, il abuse, lente et minable. Il n'a pas vu ce qu'elle a fait la semaine dernière. Moi, je crois que là maintenant... Non mais là, c'est devenu complètement on n'écoute plus tellement ce que peut dire l'administration sur la Réserve fédérale. La Réserve fédérale avait baissé ses taux d'intérêt parce que les marchés boursiers avaient baissé. Et c'était donc... Mais ça n'a pas marché. Moi, je ne sais pas ce qui serait passé si elle ne l'avait pas fait. Ça, c'est l'argument. Mais quand les marchés boursiers baissent dans un pays qui dépend beaucoup des marchés de capitaux, ça veut dire qu'il y a un resserrement des conditions financières. Donc la Fed a compensé par une baisse des taux, mais elle va continuer à les baisser. Alors est-ce que Trump félicitera J. Powell? J'en sais rien, mais ça n'a pas d'importance. Mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle va continuer à les baisser. Ne serait-ce que parce que du prix du pétrole plus bas, ça veut dire une inflation qui baisse et des taux d'intérêt réels qui montent. Et la Fed a les moyens de l'empêcher en baissant encore les taux. En Europe, on ne peut pas faire ça. Si, la Banque d'Angleterre vient de le faire. La BCE ne peut pas le faire. Après, avec l'idée que ça aura un impact comme négatif sur les banques, ce que va faire la Fed, les banques américaines. Oui, alors l'impact négatif le pire, ça serait qu'il y ait des faillites en chaîne. Alors déjà, tout le secteur high yield... Il y a un sujet, il faut expliquer ça. Il y a un sujet, il y a un resserrement des conditions financières sur les entreprises les plus mal notées qui sont les plus endettées. Qui sont très souvent celles qui produisent du pétrole au Texas et enfin tous les Je crois que c'est 10%, des émetteurs de crédit au rendement. Ça, dans le fond, c'est un accident de marché. C'est pas bon pour les investisseurs, c'est pas bon pour les portefeuilles, y compris les fonds de pension qui ont du haut rendement. L'accident de marché, c'est le high yield, donc les obligations à haut rendement qui financent la production de pétrole. Bon, voilà, ça c'est fait. Mais il y a aussi énormément d'entreprises qui dépendent des banques, beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis aussi. Et donc je pense qu'entre les deux, soutenir l'économie en baissant les taux d'intérêt, comme la Fed va continuer à le faire, et ne rien faire pour garder une courbe de taux pentus qui aiderait les banques, il n'y a pas photo. Il faut aider l'économie, et ça, du coup, aidera les banques. Donc on se dit quoi? On dit qu'il y a une forme de rationalité dans cette baisse, cette violente correction des marchés, qu'on n'arrive pas... On ne sait pas si pour l'instant on est stabilisé, mais qu'on guette une réponse sanitaire à la hauteur des enjeux. Alors David, si vous êtes optimiste sur les gens qui décident, non pas à nouveau de dépenser des milliards ou pas, mais... Parce que c'est trop tôt. Oui, je pense que ce n'est pas encore le moment. Il faut laisser les déficits augmenter, mais ce n'est pas le problème. Si vous êtes optimiste sur la qualité de la réponse sanitaire
et on ne le saura qu'après, et c'est pour ça que les marchés sont un petit peu fébriles, eh bien dans ce cas-là, cette très forte baisse des marchés, qui quand même price, si je puis dire, le fait que les réponses ne sont pas très bonnes et ne sont pas coordonnées, c'est peut-être une opportunité d'acheter. Maintenant, si c'est trop optimiste de penser que nos gouvernants vont être efficaces dans la gestion de la crise... Efficace donc, aller au confinement, c'est ça en fait, parce qu'en fait, prendre les décisions qu'il faut prendre, et là, il faut avoir toutes les informations sanitaire que je n'ai pas, que je pense que personne n'a, qui sont quand même bien concentrées au niveau des gouvernements. Ils savent ce qui se passe, ils savent ce qui se passe dans les hôpitaux. Il est possible que la stratégie qui est à la fois celle de la France et de l'Angleterre soit la bonne. C'est qu'on fait les choses progressivement, de manière à ce que la population suive et que l'appareil sanitaire soit capable d'encaisser. Je n'en sais rien et je ne me permettrai pas de juger de ce point de vue-là. Entre la réponse sanitaire italienne et la réponse effectivement française. La réponse sanitaire italienne a été trop lente. Mais c'est arrivé très rapidement, alors, si je peux dire à leur décharge. Mais elle a été trop lente et du coup on est obligé de passer immédiatement à des mesures drastiques. Peut-être qu'il est plus intelligent de le faire progressivement au cas par cas. Je ne sais pas. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'à partir du moment... D'ailleurs, vous savez, le taux de croissance hors Chine des nouveaux cas a commencé à baisser. Ce qui est peut-être quand même le début d'une bonne nouvelle. Et ça rassurera les marchés qui regarderont et qui regardent les chiffres, bien entendu. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Toujours très intéressant de vous écouter. Éric Chanet, donc conseiller de l'Institut Montaigne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Éric. Merci David, c'était un plaisir.